Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, the trial between MTN Cameroon and Baba Dampolo, initially scheduled for today, July 23, has been postponed to September 6. Well, this dispute centers on Dampolo's claims against MTN, alleging wrongful asset seizures linked to his dealings with the First National Bank. Leila Renganzo will revisit this story and give us more details in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. While the Municipal Police of the Douala Urban Council continues its crackdown against faulty and illegal constructions. Well, especially during this rainy season, a newly constructed building in Gonswa in the Douala 2 municipality has been demolished. The news will take us would give us more the reason behind this initiative. Find out more of this story in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Good evening, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Un conseil d'administration extraordinaire de la SNH est prévu ce 24 juillet 2024, soit demain mercredi. Chose surprenante, le président du conseil d'administration de la structure, Ferdinand Gongo, le convoque non pas à son siège, mais plutôt à la présidence de la République. Leila Renganzo. Sauf si autre changement de dernière minute, un conseil extraordinaire de la Société nationale des hydrocarbures doit se tenir ce 24 juillet 2024. Après le rendez-vous manqué du 17 juillet dernier, l'assise est prévue cette fois non pas au siège de l'institution, mais à la présidence de la République, apprenant d'une correspondance du PCA de la société, par ailleurs SGPR, secrétaire général de la présidence de la République, correspondance adressée aux administrateurs de la dite structure et abondamment partagée sur les réseaux sociaux. J'ai jamais connu une entreprise dans le monde concurrentiel qui tienne son conseil d'administration dans un ministère et de surcroît dans un palais présidentiel. C'est une norme camerounaise et je ne sais pas, puisqu'il est extraordinaire, peut-être qu'on va nous annoncer le retour de Jésus-Christ. Donc c'est incompréhensible et je crois que tout cela participe au contexte qu'on a maintenant, c'est-à-dire la surenchère. On alourdit l'ambiance et puis si ça va en plus jusqu'au dans la zone économique et financière, je pense qu'il faudrait qu'on baisse un peu le thermomètre. Si les raisons de la délocalisation ne sont pas officiellement connues, des sources révèlent tout de même que le conseil prévu le 17 juillet n'avait pas pu se tenir en raison de la fermeture des portes de l'entreprise, ordonnée par une tierce personne. Selon ces mêmes sources, les assises de ce 24 juillet devraient aboutir au remplacement de l'administrateur directeur général de cette entreprise pétrolière en poste depuis plus de 30 ans. Il y a certainement dans cette affaire, comme je l'ai dit un instant, une véritable bataille, une bataille rangée au sommet de l'État et que rien n'explique, par exemple, que le conseil d'administration, fut-il par exemple d'une entreprise de l'État, se tienne plutôt à la présidence de la République. C'est quand même une incongruité. On pourrait dire au siège de l'entreprise, on peut dire dans un hôtel, parce qu'il ne faut pas oublier que quoi que ce soit une entreprise d'État, c'est quand même une société qui est régie par les règles du droit commercial. Donc ce n'est pas acceptable. Ça laisse quand même la possibilité aux uns aux autres de faire beaucoup de conjectures. Donc c'est une entreprise, comme dit quelqu'un, qui est carrément politique, nonobstant le fait qu'elle soit une entreprise commerciale, parce que c'est le principal pourvoyeur, c'est la principale entreprise, le premier chiffre d'affaires de la République, généralement au-dessus de 1000 milliards. Donc on comprend que les gens veulent contrôler la caisse. Notons que tout ceci se joue alors qu'on n'a toujours pas le fin mot dans l'affaire Glencore. L'entreprise a reconnu en 2022 avoir corrompu des agents de l'État camerounais pendant des années. Des agents de l'État camerounais dont des cadres de la Société nationale des hydrocarbures. Et nous restons avec vous, Leila Renganzo, pour parler cette fois de l'affaire MTN Cameroun et Dampolo. Il faudra donc s'armer de patience pour que le contentieux qui continue de déchaîner les passions connaisse un dénouement. Le procès a en effet choisi de jouer les prolongations alors qu'il était prévu ce 23 juillet 2024. Rendez-vous est pris pour le 6 septembre prochain.
Prévue à 12h ce 23 juillet, la décision attendue dans l'affaire d'Ampolo MTN a une fois encore été renvoyée. Le jugement mis en délibéré depuis le 4 juillet 2024 devant le tribunal de grande instance du Vouri prévoit une nouvelle audience commerciale le 6 septembre. On se souvient que Best Inver Holding, lié à l'homme d'affaires Baba Dampolo, avait saisi le tribunal fin 2022 pour demander que les fonds saisis de manière conservatoire dans les comptes de MTN Cameroun, Mobile Money Corporation et Chococam lui soient reversés. À l'audience civile et commerciale du 18 juillet, les conseils de la société MTN Cameroun et de Mobile Money Corporation ont soulevé de nombreuses exceptions. En rappel, le consortium demandeur, constitué de 4 structures, estime avoir été victime de spoliation et de xénophobie en Afrique du Sud, après la saisie suivie de liquidation de ses biens immobiliers par la First National Bank en 2020. Raison, la banque estimait que le groupe était en situation d'insolvabilité suite à un non-remboursement de plusieurs échéances de paiement. En réponse, Baba Dampolo, patron du consortium, s'est tourné vers la justice camerounaise pour obtenir la saisie des comptes bancaires de sociétés ayant des intérêts sud-africains au Cameroun. Une action a été intentée dès septembre 2022 devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo contre les groupes composés de MTN Cameroun, Mobile Money Corporation, Chococam et Broadband SA. À travers un projet pilote sur le fleuve d'Ibamba, c'est à travers donc ce projet que l'État entend réduire l'importation des poissons au Cameroun. Une équipe d'experts est descendue sur les lieux pour une visite de travail ce lundi 22 juillet 2024. Claudela. Réduire les importations grâce à une production locale intensive de poissons, c'est le but de la visite dirigée par le coordonnateur national du Centre de réseau des filières de croissance, accompagné des experts chinois, ce 23 juillet sur les berges du fleuve d'Ibamba. L'objet de cette visite est de regarder les conditions agroécologiques, les températures de l'eau, les pathologies pour l'installation d'une ferme aquacole qui doit produire 400 tonnes de tilapia tous les 6 mois. Le gouvernement a établi une politique lorsque le chef de l'État nous a instruit de mettre en place la politique de l'import-substitution. La filière aquacole fait donc l'objet et fait partie de ces filières qui pèsent sur la balance commerciale du Cameroun au niveau des importations du poisson. Il était question pour ces derniers d'inspecter le site qui abritera le projet, mais également de faire les prélèvements d'eau dans le fleuve pour des analyses approfondies avant le lancement de ce projet. 我们第一步首先是要对整个的项目做一个项目的实际的勘测，包括水质的。Dans le cadre de cette mission, nous sommes venus faire des prélèvements et ces échantillons, nous allons les ramener dans nos laboratoires techniques en Chine. Au terme de ces résultats, nous allons nous entendre avec nos partenaires sur place au Cameroun et leur faire des propositions allant dans le sens de leur donner une meilleure rentabilité par rapport au projet et par rapport à leurs attentes. 也把这个项目给落实下去。 Ce projet qui vise à produire différentes variétés de poissons est avant tout un projet social qui contribuera à réduire le taux de chômage dans l'arrondissement de Missoledu. Ce projet qui va permettre à ce que l'import-substitution, vous savez, c'est une histoire de l'État. Et vous savez que l'État camerounais importe beaucoup de poissons venant de l'extérieur. Il est donc question ici de réduire certainement à 50% le taux d'importation, ce qui va favoriser non seulement la réduction du taux de chômage des jeunes et également apporter un plus-value au niveau de l'arrondissement de Dibamba. Le promoteur se dit satisfait de l'avancement de la procédure de lancement. On a eu beaucoup de démarches qui n'étaient pas faciles avec les essais qu'on a déjà fait, les tests dont les autorités sont déjà venues voir avant. Aujourd'hui, nous sommes déjà heureux parce que quand on dit qu'on triche toujours au meilleur, vous connaissez que la Chine est premier producteur mondial. Si les Chinois sont là, ça veut dire que nous allons réussir le projet. Donc ils sont là avec le coordonnateur pour nous accompagner, pour que nous réussissions ce projet qui doit créer beaucoup d'emplois pour ce village, puisque nous allons faire le poisson qui va sortir directement en carton comme si c'était importé. Donc ça serait les produits qui vont réduire les importations et permettre à l'État de garder plus de devises.
Rappelons que le taux d'importation de poissons a augmenté de 27% depuis 2022. Un tel projet viendra booster la filière piscicole qui peine véritablement à décoller. Elections at the Cameroon Chamber of Commerce, Industries, Mines, Arts and Craft has taken place this Tuesday, July 23, 2024, while stakeholders as well as members of the Consular Chamber have cast their votes with the president-elect to be known in the days ahead. Let's listen to this report as prepared by our reporter Cristela Sexuale. Championed this day by its top executives led by the current president of the Consular Chamber, Christopher Ekeng, stakeholders and other members have taken in turns to cast in their votes for the election of their representatives at the Consular Chamber of the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mine and Artisanal. Just to make our duty to make the vote. And I will say that every businessman must do that to make the vote, to be sure that the Chamber of Commerce, Industry, Mine and Craft will be the partner in the future. That is what I have to say today. Conducted with a list of 9 subsection ballots, the voting process was carried out in an open and transparent manner. Il faut dire les élections, c'est aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, certaines. Today we have conducted the election. The electors have taken in turns to cast their votes, including the current president of the Consular Chamber, Christopher Ekeng. Il faut dire que le mode de scrutin, c'est un scrutin à liste avec 9 sous-sections. C'est pas un scrutin d'une. For transparency, we have a list of 9 subsection ballots, with all the 160 members potential candidates for the presidency, which will now depend on the discrepancy of the head of state to choose from the 160 members who will become president of the chamber. Discrétionnaire du chef de l'État qui va choisir parmi les 160 et nommer un qui deviendra le président de la CECIMA. Alors, following this process, the votes will later on be counted with the results published alongside a general report addressed to the President of the Republic, Paul Biya, who will then pronounce the final verdict. Lutte contre les immeubles menaçant ruine dans la ville de Douala. Un immeuble R+4 détruit ce jour au quartier Gonsoa, c'est dans le 2e arrondissement. L'action est menée par la police municipale de la communauté urbaine de Douala. Construction sur un drain, défaut de permis de conduire, fondation ne respectant pas les normes sont entre autres motifs ayant conduit à la démolition de cette bâtisse. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Les populations sont appelées à indiquer les bâtiments menaçant ruine. Question d'éviter des drames similaires à celui de l'année dernière. À la même période, au lieu d'Immobile Guinness, un drame qui a coûté la vie à plus de 40 personnes. Je vous propose à présent d'écouter Hervé Ambata, le directeur de la police municipale, s'exprime au micro de Julie Pau. Nous avons derrière moi un type R+4. On le démolit parce qu'il a été construit en marge des règles d'urbanisme. Plus précisément, parce que cet immeuble a été construit dans la prise de drain. Et d'autre part, il ne respectait pas les normes de sécurité. Ça veut dire qu'il menaçait ruine. Pour ceux qui l'ont vu il y a quelque temps, on a vu l'inclinaison dangereuse qui pouvait mettre en danger la vie. Alors le maire de la ville, dont l'objectif c'est de préserver la vie, l'un de ses missions c'est de préserver la vie des gens citoyens, a pris la résolution de démolir cette immeuble qui a été construit, il faut le dire, sans permis de bâtir. L'ensemble des immeubles qui sont construits dans ces conditions vont progressivement être. Il faudrait que les populations nous signalent, parce que malheureusement nous ne pouvons pas être partout dans notre territoire. Nous sommes dans une grosse saison de pluie, on risque d'avoir des effondrements d'immeubles. Il faudrait que les populations nous signalent afin qu'on puisse intervenir à temps. Pour revenir aux statistiques, il faut dire que le maire de la ville a commencé depuis l'année passée à démolir ces
passé, la ville a démoli pratiquement 93 constructions. Cette année, avec l'État, parce qu'aujourd'hui, on a mené avec l'administration une opération d'assainissement. On en a mené une à Yatika il n'y a pas longtemps avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous, déjà, avons construit sur un terrain de l'État, prévu pour construire une école, pratiquement 31 maisons. Donc, l'État, la ville de Douala, est déterminée à faire respecter les règles d'urbanisme, non seulement pour Aminata, mais également pour préserver la vie de l'État. Fresh and sweet corn. Well, the newscast today decided to, talk about this maize grain or this maize, the availability of maize in local markets. We visited some markets here in the economic capital, and traders affirm there is maize in abundance, with a heap selling at 200 francs. Let's go get more details in this report. It won't be an exaggeration to classify this cereal grain as one of the most consumed vegetable in Cameroon. Maize, also known as corn, is highly regarded by Cameroonians for its unique taste and the different delicacies made out of it. Now it's maize season. We have maize in the market in different kinds. 4 for 200, 6 for 200, it depends. In Cameroon, corn can be eaten roasted or grounded into corn fufu, koki corn, pap, as porridge, corn chaff, or better still made into a local drink, sha, rich in several vitamins like vitamin C, magnesium, fiber, phosphorus. This starchy grain comes in different colors. However, there exist just two types in the market. C'est deux qualités, il y a le maïs blanc, il y a le maïs rouge. Et ça sort du We have two types of maize in the market. We have the white and the red maize. It's from Mongo, sometimes in the northwest region. And when it comes to Garde New Bell. They bring it every morning and we sell it. You can see we have places for 4 for 200, 3 for 200, 5 for 100, 4 for 100. 4 200, 5 200, 3 200. The quality of corn, they say, can be detected by buyers through, in order to know if it's sweet, they can taste the corn. However, corn is regarded as a typical example of a versatile crop, as everything on a corn plant is usable. From the kernels, which are grown into food, to the stalks used as animal food. No part of a corn is wasted. We take you over to the United States, where the attempted assassination of U.S. presidential candidate Donald Trump is still making headlines. Well, U.S. Secret Service Director Kimberly Chiatul faced calls to resign from lawmakers on both sides of the aisle Monday as she testified against or about the agency's failure to prevent the assassination attempt against Republican President Donald Trump. 9 days after the assassination attempt that shook the nation, there are few answers on how the shooter got so close to Trump. The head of the United States Secret Service, Kimberly Cheatle, answering lawmakers' questions about the shooting for the first time, was blunt. We failed. Cheatle said a full report on the agency's failure to protect the former president would be released within 90 days. Lawmakers said that was unacceptable during an election season that has already proved to be contentious. Some called on her to resign. The Secret Service has a zero-fail mission, but it failed on July 13th and in the days leading up to the rally. The Secret Service has thousands of employees and a significant budget, but it has now become the face of incompetence. Cheatle told lawmakers Trump's Secret Service detail was aware of a suspicious person before the former president spoke at the rally. If the detail had been past information that there was a threat,
the detail would never have brought the former president out onto stage. One analyst told VOA the early warnings about the shooter raised serious questions. Most definitely there was a failure here to neutralize the threat when it was immediately observed. And quite frankly, it would have been illegitimate to shoot that young man once he was on the roof. It would have been a legitimate shooting, a legal shooting. So I don't know why there was hesitation. Congressional Democrats called for changes to gun laws in the United States, saying it was unfortunate that former President Trump is now one of many victims of gun violence. We almost lost a presidential candidate the other day. A 20-year-old had access to his father's AR-15 and got on top of a roof within 500 yards or feet of the podium. And I'm asking you, did the availability of that AR-15, which is replicated all across America, make your job harder or easier, and you're not willing to answer that question? The Federal Bureau of Investigation has still not determined a motive for the actions of Thomas Matthew Crooks, the suspected shooter. Catherine Gibson, VOA News. Parlons sport à présent. Olympisme, nous poursuivons ce soir notre série sur les Jeux Olympiques Paris 2024 qui s'ouvre vendredi prochain. Déjà à Paris se trouve la délégation du Gabon. Comme aux Jeux de Tokyo, il y a 4 ans, le Gabon est représenté à Paris par 5 athlètes. Qui sont-ils? Dans quelle discipline sont-ils en compétition? Le directeur technique national du Comité national olympique du Gabon répond à ces questions dans ce reportage de Makeda Lidinoucho. Comme aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo, le Gabon est représenté cette année à Paris par 5 athlètes. Donc nous avons 5 athlètes, 5 sportifs de haut niveau qualifiés, dont un athlète, un sprinter au 100 mètres, Franco Oye-Wissi. Nous avons aussi une judokate, Virginia Aymar, 2 nageurs, Adam Pali et Noélie Lacour, et une taekwondoïste en 57 kilos, Emmanuela Atora. Des athlètes qui ont effectué leur préparation entre la France, le Gabon et le Cameroun. Donc la particularité, c'est que nous avons 2 athlètes qui sont préparés en partie, en grande majeure partie. On parle d'Emmanuela Atora en taekwondo, qui est une athlète issue vraiment de la formation gabonaise, puisque c'est une Gabonaise qui s'est formée dans un club et qui a performé dans un club gabonais. Et de la même manière, pour l'Afrique centrale, Franck Oye-Wissi, qui, entre autres, avec des allers-retours entre la France et le Gabon, a passé aussi une partie de son temps à se préparer au Cameroun. À Paris, la délégation gabonaise en marge de la quête des médailles compte profiter des Jeux Olympiques pour vendre la destination Gabon sur les plans économiques et culturels. Nous sommes ici à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques et je suis là également parce que je suis directeur du club olympique Gabon. C'est un club qui a été mis en place par le CENO, pour être en phase avec les Jeux Olympiques, pour permettre aux Gabonais, à la diaspora gabonaise, aux Gabonais qui ne peuvent pas accéder lors de l'ouverture des JO au stade olympique, de permettre de venir passer une journée culturelle lors de l'ouverture des JO, donc le 26 juillet. Et la journée du 27 juillet, toujours dans le même programme, c'est une journée réservée aux conférences. 4 des 5 athlètes gabonais sont arrivés à Paris le lundi 22 juillet 2024. La dernière athlète, Atora Eyege, après sa préparation pendant 3 mois aux Émirats arabes unis et en Côte d'Ivoire, quitte le Gabon le mardi 23 juillet 2024 pour retrouver ses compatriotes déjà installés au village olympique à Paris. Toujours en sport, cette fois-ci football, Coupe de secrétariat d'État à la Défense, en abrégé CED. Les rencontres ont été lancées ce jour au stade de la garde présidentielle à Mélène, c'est à Yaoundé. Il s'agit de la saison sportive qui concerne toutes les régions de la gendarmerie dans une dizaine de disciplines. Temps fort de cette cérémonie de lancement avec vous, Olivier Bouzik. Coup d'envoi
Et c'est parti pour la 5e édition de la Coupe 7. Le match d'ouverture oppose la DCC, DAJ et Service Instruction au groupe d'escadrons d'intervention du CED et la DP. Le niveau de jeu est relevé, les footballeurs rivalisent d'adresse et de talent devant un public au grade et rang bien distingué. C'est le colonel Hilaire Diachou, inspecteur numéro 1, qui préside l'activité au nom de Galax et Toga Yves Landry, secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale. Il s'agit globalement du lancement de la saison sportive au sein de ce corps de l'armée camerounaise. Elle concerne les personnels de toutes les régions de gendarmerie dans plusieurs disciplines. Le basketball, le handball, le volleyball, la marche commando, le tir, le football. Dans les intervalles de ce match d'ouverture, des prestations ludiques symbolisent l'émulation, l'abnégation, l'esprit de camaraderie entre les acteurs des différentes formations telles que recommandées par le haut commandement dans le message d'ouverture. L'objectif du modèle à terme est de maintenir les personnes qui vont comprendre en bonne condition physique. Susciter une fête d'émulation, cultiver l'esprit d'abnégation et de dépassement du soi et promouvoir la créativité au plan artistique et culturel de l'État. Ces compétitions visent en outre à détecter les talents susceptibles de porter très haut le flambeau de l'armée d'une part et provoquer la créativité au plan artistique et culturel d'autre part. À tous les athlètes, le représentant du CED a prescrit discipline, respect des règles du jeu comme fil conducteur et un esprit de fair play. La clôture de la saison est prévue le 31 octobre prochain. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Onila Donnette. Good night to you, Oriane Duncan. Good night to every viewer of Spectrum Television. See you tomorrow, same time, same station, and God willing.